Départemental 2021, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Gloria Dorval, bonjour. Bonjour. Avec Yves Loumet, bonjour. Bonjour Claude. Donc, vous vous présentez au départemental. Vous êtes déjà élu en situation, Oui. si on peut dire. Et vous voulez repartir. Qu'est-ce qui vous motive dans cette décision de repartir? Alors moi, je suis très fière d'avoir porté toutes les politiques qui ont été portées pendant mes 6 ans de mandat, mais bien avant également. J'étais déléguée à la protection de l'enfance, la petite enfance, mais également la promotion de l'égalité femmes-hommes. Donc ce sont des sujets que sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, je les ai portés avec conviction, mais également toutes les autres politiques, évidemment, quand on est dans une assemblée départementale. Et voilà, on a encore de nouveaux projets dont on va parler effectivement. Voilà pourquoi je m'engage à nouveau. Alors, vous aviez à vos côtés M. Belloc, que tout le monde connaît bien. Tout à fait. Et il n'a pas souhaité repartir, donc vous avez été désigné. C'est votre choix à vous. Qu'est-ce qui vous motive dans cette action? Quelle responsabilité, hein. C'est pour ça que je vous ai mis la pression. Ah oui, c'est gentil. Je me la mets déjà, et il me la met un petit peu aussi. Rassurez-vous. Alors, moi, je suis tout nouveau en politique. Voilà. Je suis, comme on dit, même si j'aime pas ça, ce terme, mais je suis quelqu'un de la vie civile. Voilà. J'ai toujours travaillé, je continue à travailler, même si, là, je pense qu'il va falloir que je dégage du temps. Voilà, j'ai toujours eu des convictions très fortes, j'ai toujours été un homme engagé, que ce soit dans ma vie professionnelle, ma vie sportive et la vie associative récemment sur Dax. C'est ce qui a fait que j'ai été contacté par Elisabeth Bonjean lors des dernières élections municipales, où, bon, même s'il y a eu des fêtes, je me suis retrouvé, vu mon positionnement sur la liste, dans l'opposition au conseil municipal, d'accord, et à l'AGLO également, au CAGD. Et du coup, ben voilà, maintenant je suis parti dans ce système-là et j'ai envie de mettre un petit peu les convictions que j'ai qui sont fortes en adéquation avec des actions à mener. Et j'ai envie de porter des dossiers. Alors, comme vous l'avez dit, vous êtes conseiller municipal à Dax, Oui. conseiller communautaire à l'AGLO de Dax. Vous aussi, vous avez aussi les mêmes fonctions. Alors moi, je suis première adjointe à la mairie de Gaz depuis 2014 et également conseillère communautaire. Et c'est là que j'avais rencontré Yves précédemment lorsqu'il s'était présenté évidemment sur la liste d'Elisabeth Bonjean, mais on s'est surtout revus à l'agglomération du Grand Dax et voilà, on a appris à se connaître. Et j'ai décidé de lui demander, voilà. Donc j'ai accepté. Et il a accepté. Alors, je le reprécise, c'est les Landes avec vous, la liste de la majorité qui n'est pas d'ambiguïté, et vous avez comme chef de file M. Fortinon. Tout à fait. Voilà. Donc, on va parler du bilan, parce que quand on est dans la majorité, a priori, on est fier de ce qui s'est passé. C'est votre cas? Bien sûr, hein, je vous l'ai dit déjà dans ma présentation, effectivement. Moi, je suis fière, ce sont des politiques qui parlent à tout le monde, à tous les Landais, toutes les Landaises, de leur naissance jusqu'à l'âge le plus avancé de leur vie. Et ça, c'est des politiques de solidarité, c'est des politiques qui font en sorte que notre département devienne attractif. On a un département aussi dynamique. Et voilà pourquoi je continue à porter tout ceci. Vous m'avez dit, puisqu'on prépare toujours les émissions un Oui. peu avant, vous m'avez dit, moi j'ai surtout tout de suite été regarder le bilan, les finances. Et alors, qu'avez-vous découvert dans ces finances? Bah, écoutez, que des bonnes choses. Je ne vais pas vous dire le contraire, même si je l'avais vu, mais je n'en ai pas vu. Alors, c'est d'autant plus étonnant que c'est un département qui est quand même très axé vers la solidarité, qui aide beaucoup les gens, qui des fois outrepasse même les compétences. Quand on parle de compétences, on parle de mission. Et dans la solidarité, des fois, il va au-delà de ses compétences. Et malgré ça, c'est un département qui est extrêmement bien géré, qui a des taux, quand on le compare, hein, des taux d'endettement ou des taux de rentabilité ou des taux d'investissement par habitant, qui sont parmi les meilleurs de France. Il est effectivement classé dans les... Bon, il y a une espèce de classement global des départements, il est dans les 20 premiers. Et il a été très longtemps dans les 10 premiers. Et là, je crois qu'il est 14e ou quelque chose comme ça, département le mieux géré de France. On va prendre un exemple, puisque pour que les gens se rendent bien compte, si on parle d'investissement, vous m'avez dit, c'est 163 € par habitant que le département investit. C'est ça, pour une moyenne nationale qui est à 140 de mémoire. Voilà, 140 de mémoire, je vous le confirme parce que moi j'ai une fiche. Et donc, voilà, c'est vraiment, vous voulez vraiment insister là-dessus parce que c'est peut-être quelque chose que les gens savent. Alors les gens imaginent et certains ne se privent pas pour faire croire que,
qu'à partir du moment où on aide les gens, où on crée des services, où on intervient au niveau de l'enfance, des collèges, il y a beaucoup d'argent qui part dans les collèges, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais par exemple la gratuité des transports scolaires. C'est quelque chose qui était une compétence départementale. Le département des Landes a été le premier en France à la mettre en place. Cette compétence des transports scolaires a été récupérée par les régions, qui elles font payer. Et il se trouve que le département des Landes a voulu continuer à faire profiter les familles de cette gratuité, et donc prendre en charge la partie qui serait théoriquement un reste à charge aux familles. Alors ça paraît voilà, de faire des cadeaux comme ça, mais il se trouve quand même que ce département, je crois que l'endettement, si vous voulez, quand on parle d'endettement pour les départements, on parle de capacité de remboursement en année. En 2 ans et demi, il pourrait rembourser sa dette. C'est un taux qui est exceptionnel, exceptionnel. Très bien. Et je vais rebondir sur les familles, justement, puisque vous dites un des gros enjeux, c'est la gratuité du transport. Les gens ne voient pas la différence. Ça a été fait, je dirais, comme ça. C'est vrai que pour la famille, ça n'a rien changé. Il y a d'autres choses comme ça où le département a été quand même pionnier. C'est l'ordinateur pour un élève. C'est là où tout ce travail pour vous est important et qu'il faut le continuer. Ah bah bien sûr, l'opération Un collégien, un ordinateur portable, c'est donc donner un ordinateur, enfin prêter un ordinateur portable aux élèves à partir de la 4e en collège. Donc ça permet aux élèves évidemment de travailler sur leur ordinateur, et on a vu pendant les périodes de confinement comment les élèves dans les Landes ont pu mieux continuer à travailler qu'ailleurs. Et également, c'était la possibilité de ramener un ordinateur à la maison. Il y a des familles qui, bon, à l'époque, qui n'en avaient pas forcément, mais je pense qu'encore aujourd'hui, il y a certaines familles pour qui un ordinateur qui arrive à la maison, c'est un plus. Donc là, on revient sur l'objectif aussi pour nous, en accompagnant tous les Landais, c'est aussi de maintenir le pouvoir d'achat des familles. Donc il y a toutes les politiques éducatives, mais il y a également les politiques de la petite enfance, notamment la mise en place d'une offre d'accueil pour la petite enfance pour les petits, de manière à ce que, évidemment, les familles puissent aller travailler plus facilement. Il y a également, je pense aussi aux personnes âgées, tout l'accompagnement au niveau des EHPAD publics. Vous savez que dans ce département, tous les EHPAD sont publics. J'allais dire, parce qu'on a entendu aujourd'hui, à chaque élection, on revient ce débat public, privé. Pourquoi pour vous il faut maintenir le public à 100%, puisque dans les Landes, tous les EHPAD sont publics, si ma mémoire est bonne. Alors, vas-y, mais je t'en prie. Commencer, mais je pense que tu vous en diras moi aussi. Déjà, EHPAD, établissement hospitalier pour personnes âgées, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. D'accord ? Ça veut dire que déjà, il y a du soin. D'accord ? Donc à partir du moment où on veut mettre de la rentabilité, parce qu'en fait le privé c'est ça, on est bien d'accord, le privé, vous regardez, c'est très simple, vous regardez les affiches, il y en a une qui est en train de se construire, c'est une résidence senior, là, ce n'est pas un EHPAD qui est en train de construire à l'ancienne clinique Saint-Vincent à Dax. Vous avez le taux de rentabilité sur le panneau qui annonce la construction, donc je crois que c'est 3,8%. On annonce, vous regardez n'importe quelle publicité sur Google, vous avez des taux de 6,5%. Donc on met des rentabilités, c'est un petit peu compliqué déjà de parler de rentabilité quand on parle de soins. On ne demande pas à un hôpital d'être rentable, n'est-ce pas? Je pense que là-dessus, on sera tous d'accord. Et ensuite, l'autre paramètre, moi, qui me choque un petit peu, c'est pour ça que, au mieux, c'est de l'incompétence, quand on dit ça, au pire, c'est un mensonge. Pour créer un EHPAD, il faut un agrément qu'on demande à l'ARS, d'accord? Ça ne se crée pas comme ça, un EHPAD, d'accord? Et donc, voilà, rien n'interdit aujourd'hui de créer des EHPAD. Rien n'interdit effectivement à un établissement privé de créer une résidence-service. Par exemple, il y a eu une petite polémique sur une commune qui est dans notre canton, qui était Boyer-Leuil, mais la même société a créé un EHPAD, une résidence-service à Moliette. Voilà, ça peut se faire. Nous, on ne bloque pas, on n'interdit pas. Par contre, il y a des agréments, il y a des règles notamment financières sur le versement de l'APA, donc qui est l'aide ensuite à la perte d'autonomie. Voilà, ces règles doivent être respectées et elles définissent un cadre dont il est compliqué de sortir. Ce qu'on peut ajouter notamment sur les EHPAD publics, puisque c'était votre question aussi, c'est que dans les Landes, le prix de journée dans un EHPAD ne dépasse pas les 60 €.
Dans d'autres départements, ça va bien au-delà. Ça veut dire que hébergement 1 800 € dans les Landes, ailleurs, ça peut aller jusqu'à plus de 3 000 €. La moyenne nationale est à 3 000 €. Et là, c'est très simple. Les gens vont sur Google, ils tapent EHPAD, par exemple, l'envoyé spécial EHPAD. Le reportage d'Élise Lucet, c'est une catastrophe pour les EHPAD privés. Et malheureusement, quand on a, bon, enfin, je ne veux pas faire du pathos, mais quand on a traversé la crise que l'on vient de traverser, vous faites le rapport entre les décès dans les EHPAD privés et les décès dans les EHPAD publics, il n'y a pas photo. Oui, parce qu'on a une qualité, une prestation de service qui va au-delà, puisque l'argent est plus mis sur le soin qu'on va dire sur les peintures, les jolies peintures des EHPAD. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça aussi. On va continuer justement parce que vous vouliez dire, et ça c'est a priori une grande fierté pour vous, le département, il intervient partout, c'est-à-dire quel que soit l'âge. Hein, c'est la phrase exacte, vous m'avez dit, oui. À tout âge. À tout âge. On a le département derrière soi. C'est-à-dire, dès les crèches, il va falloir peut-être en faire même plus. avant, dès la grossesse, avec les services de la protection maternelle et infantile qui dépendent du département, les services de la PMI, donc qui proposent un accompagnement pour les femmes enceintes, qui surveillent les femmes enceintes, comme un centre de soins, si vous voulez. Elles viennent même à domicile pour les personnes qui ont quelques problèmes au niveau de leur grossesse. Elles détectent, par exemple, bon, moi qui suis aussi déléguée à l'égalité, à la promotion de l'égalité femmes-hommes, j'ai travaillé justement sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, les services de la PMI détectent aussi des familles où il peut y avoir des violences, parce qu'on sait que les violences apparaissent souvent au niveau de la grossesse des femmes. Quand une femme tombe enceinte, c'est là que l'homme devient violent souvent. Et donc là, les équipes de la PMI arrivent à repérer, puisqu'elles vont sur place à leur domicile. Elles repèrent, donc après on identifie et on fait tout le suivi pour accompagner ces femmes. Donc vous voyez, ça, même avant, dès la grossesse, voilà. Donc, et tout au long de la vie de l'individu, on va retrouver en permanence... Oui, par les services de l'éducation, on en parlait déjà. Voilà, on a touché 2 mots tout à l'heure des transports scolaires gratuits, mais on peut aussi parler dans les collèges... D'abord, ce sont tous des collèges à taille humaine. Hein. On est dans des collèges de 400 à 600 élèves et guère plus. Au moins, on garde comme ça le contact. Il y a toujours une histoire de lien dans ce département. Les cantines, 2,70 € le repas avec des produits de proximité cuisinés sur place. Hein. Ce n'est pas une cuisine centrale qui livre. Donc ça nécessite du personnel, ça nécessite du matériel, des mises aux normes, etc. Et il n'empêche qu'on arrive à sortir un prix pour les familles à 2,70 €. C'est en plus, bon, ça peut paraître une charge, même si ce n'est que 2,70 €. Il n'empêche qu'en face, il y a aussi des bourses départementales qui peuvent être mises en place pour ceux qui en ont le plus besoin. Bon, pour les jeunes, il y a également les prêts d'honneur, soit pour des étudiants, soit pour des apprentis, des prêts qu'ils rembourseront quand ils commenceront à travailler. À taux zéro, des prêts sans intérêt, bien évidemment. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'oublie? L'aide au permis de conduire. Voilà, là, on est vraiment dans le maintien du pouvoir d'achat des familles. On l'a mis en place dans notre dernier mandat avec le Pax XL Jeune. Ouais. Donc, aide au permis de conduire avec engagement citoyen. Ça veut dire que le jeune s'engage à faire quelques heures pour une association, par exemple, ou une collectivité dans une médiathèque. Enfin, ce sera selon son choix. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, une autre des choses dont on va parler rapidement parce que le temps passe. Oui. C'est aussi ce que vous vouliez faire passer comme message, c'est que le département, une de vos fiertés, toujours pareil, c'est la réactivité. Vous trouvez, là on a eu une grosse crise, on est même encore dedans. Là c'est en train de se lever tout doucement, mais il y a quand même eu pas mal de problèmes. Il y a la crise aviaire, il y a eu d'autres crises, les inondations, et le département est là. À chaque fois, alors ça je peux vous le dire, hein, depuis les 6 ans que je suis élue, dès qu'il y a eu une crise, que ce soit... la sécheresse l'été, par exemple, pour les agriculteurs, on met en place une aide qui vient aux agriculteurs. La grippe aviaire, on a eu 3 épisodes de grippe aviaire. À chaque fois, on a mis en place une assemblée exceptionnelle et on vote des aides pour les éleveurs, pour les agriculteurs et toute la filière, notamment la filière foie gras.
pour aider. Lorsqu'il y a eu les inondations, vous en parlez, donc là on a eu encore 3 inondations différentes, le gel récemment. Donc à chaque fois, la inondation est venue en aide aux communes parce qu'il y a eu des routes, des ouvrages d'art détruits, des glissements de terrain, des routes qui se sont affaissées. Donc là, voilà, c'est encore de l'argent qu'on a mis pour aider les collectivités à recréer ces routes. Il y a eu la crise sanitaire, là en plein dedans, la pandémie, donc ça c'est, voilà. Donc on a mis en place effectivement, tout au début, évidemment la population manquait de masques, on a tout de suite fait une grosse commande de masques en lien avec l'Association des maires des Landes. Donc toutes les mairies ont commandé des masques, on a fait la commande, on les a distribués, ce qui fait que tous les habitants ont pu avoir 2 masques, tous les habitants des Landes ont pu avoir 2 masques, y compris les personnels soignants, les personnels des établissements médico-sociaux, les pompiers, tous ceux qui avaient besoin de masques à ce moment-là. Il y a eu quand même 1,8 million de masques distribués. Ensuite, ouais. Voilà, c'est ça. Et on parlait des EHPAD, justement, il y avait un programme d'embauche et vous l'avez accéléré suite à cette crise aussi. On avait prévu déjà, bien avant la crise, on avait prévu justement l'embauche de personnel dans les EHPAD, c'est-à-dire donner une aide à ces établissements-là pour qu'ils puissent embaucher du personnel. On a accéléré ce plan, en fait, c'était en fait 120, la création de 120 postes. Ouais. On a accéléré ce plan dès qu'il y a eu la crise et donc il y a déjà eu 80 postes qui ont été créés dans le département des Landes. Ça veut dire en moyenne à peu près entre 1 et 2 postes par EHPAD, mais on continue effectivement à déployer ce dispositif. Alors, on va parler maintenant très rapidement de ce que vous allez faire, puisque je dirais la continuité, on sent bien que tout ce que vous avez dit, ça va se continuer. Mais au niveau du canton, puisque vous êtes et à la fois département, mais vous travaillez pour un canton, il ne faut pas qu'on l'oublie, d'Axe 2, vous avez des idées parce qu'il y a des choses que vous voudriez encore améliorer, ne pas vous arrêter sur ça. Je vois que vous voudriez des maisons des aidants sur le canton. Expliquez-moi la démarche que vous avez là. Alors, on se rend compte effectivement que dans beaucoup de familles où il y a, par exemple, des personnes qui ne sont plus autonomes, ça peut être des personnes handicapées, ça peut être des personnes vieillissantes, et souvent les aidants se retrouvent très en difficulté parce qu'ils n'ont plus de temps pour eux, ils sont toujours à devoir accompagner ces personnes-là. Donc, mettre en place une maison des aidants, une maison qui soit une maison de répit pour les aidants, une maison qui puisse être centre de ressources, qui puisse leur donner des conseils, des informations, les réunir pour qu'ils se retrouvent. Voilà. Le but, c'est d'aider en fait ces personnes-là parce qu'effectivement, on a mis en place, on n'en a pas parlé dans le bilan, mais c'est quand même sur notre canton le village landais Alzheimer, donc qui accueille quand même... non, mais on parle tellement qu'on l'oublie, mais c'est quand même le projet phare des 6 dernières années, donc voilà. Parce qu'on va manquer de temps pour faire, parce que je vois, j'ai encore 2-3 petites choses à dire, donc voilà. on arrive vers la fin. Il y a une chose quand même qui est en route, c'est justement, puisqu'elle a parlé du village Alzheimer, c'est un centre de soins pluridisciplinaire. Ça manque par contre sur le canton, où effectivement les gens pourront venir et trouveront en face et des généralistes et des spécialistes. Ça c'est en cours, c'est au sein du village Alzheimer, c'est donc un centre de santé en fait, voilà. Ça va s'additionner. Voilà, oui. Dans la même chose, on reste un peu dans la santé ou dans l'aide à la santé, vous voudriez qu'il y ait un hébergement au niveau de l'hôpital de Dax pour que ceux qui ne soient pas trop près puissent venir et se reposer aussi. C'est vrai qu'on a l'hôpital de Dax, donc sur notre canton, et on se rend compte que quand les familles habitent un petit peu loin, et on est dans un grand département, donc effectivement ça peut poser problème, elles sont obligées de rentrer, faire beaucoup de routes, ou alors aller à l'hôtel et c'est coûteux. Donc mettre en place aussi une structure qui accueillerait ces familles d'accompagnants en fait de malades. Alors, on va finir par un... Et autre chose, non mais quelque chose d'important parce que je le porte, non, c'est une structure d'hébergement pour les femmes victimes de violences et leurs enfants. Et ça a été déjà
Ah, vous alliez en parler, pardon. J'ai cru qu'on avait oublié d'en parler. Je vais trop vite alors. Non, 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 allez-y, parce que là, Voilà. c'est le temps qui va trop vite. Voilà, donc une structure d'hébergement pour les femmes victimes de violences et leurs enfants, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a acté déjà. Et donc là, on va porter les études. Donc, ce sera sur le département, évidemment, proche des soins. Donc, moi, j'aimerais effectivement que ce soit sur notre canton. Mais, on comprend bien qu'à chaque fois qu'il y aura ce genre de projet, vous allez vous battre pour que ça arrive sur le canton de on sait qu'il y a beaucoup de besoins. On sait qu'il y a beaucoup de besoins. Moi, je connais bien les besoins de mon canton, donc c'est pour ça que j'en parle aussi. Voilà. D'accord. Alors, on va finir. Là, il faut. On va parler d'une idée. On va parler de sport. On a eu la chance, le bonheur et le plaisir, je dirais, que Basketland a été champion de France élite. Parce que je veux dire, des champions de France, il y en a. Oui, le plus haut niveau. Là, c'est le plus haut niveau. On ne oui. peut pas faire mieux. Pour vous, cette notion de Basketland, vous seriez en tant qu'ancien sportif et aujourd'hui dirigeant et encadrant, vous aimeriez qu'on reprenne cette philosophie-là dans d'autres sports? Voilà, moi c'est mon souhait effectivement, c'est de lancer une véritable concertation. Bon, j'ai mes idées propres, mais je ne tiens pas à les imposer. J'aimerais qu'on arrive à réunir autour d'une table, sûrement à plusieurs reprises, tous les acteurs en fait du sport, moi qui me tient le plus à cœur, qui est le rugby, de manière à réfléchir tous ensemble à la possibilité de créer un vrai club de rugby professionnel au niveau des Landes, d'accord, qui regrouperait bien sûr les entités de tous les clubs. On va dire tout le monde. Qui sont, oui, mais absolument, bien sûr, y compris ici nous sommes à Souston, je connais très bien l'école de rugby de Souston et la qualité des éducateurs et de la formation qui y est proposée. Et je trouve dommage, moi en tant qu'éducateur, entraîneur de jeunes et responsable de l'école de rugby jusqu'à il y a peu, je trouve vraiment dommage de voir partir nos gosses en cadet qui à Biarritz, à Bordeaux, à Toulouse, à Pau, voilà. Alors que beaucoup ont des attaches très fortes dans notre département, qui est quand même, on y vit bien, et ils souhaiteraient sûrement rester. Donc réfléchissons à ça. Je lancerai le débat si je suis élu, c'est certain. Alors je vous remercie, on arrive à la fin de cette interview. Je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tous les candidats. Le 20 juin, je vais aller voter sur le canton 2 de Dax et j'ai 4 listes en face de moi. Pourquoi je devrais prendre la vôtre plutôt qu'une des 3 autres? Tu commences. Alors. Je vais commencer si tu veux. Pourquoi voter pour nous? Alors déjà parce que nous, on est une équipe, alors nous deux, mais aussi moi j'ai travaillé avec des collègues qui repartent, la plupart repartent donc de la majorité départementale, avec qui on a porté vraiment des projets avec conviction. Et j'ai envie de repartir avec eux parce que on va continuer de les porter. Et quand je vois certains candidats qui sont moins, disons, qui partent moins en équipe, déjà, moi je trouve que c'est important déjà de travailler ensemble. Parce qu'on a une certaine solidarité territoriale qui se met en place au niveau du département. Hein. On est un grand département rural, donc il faut vraiment porter toutes ces politiques pour tout le monde, pour tous, et sans exclusion. Voilà. Déjà, moi, c'est ça que je veux porter, la solidarité pour tous et sans exclusion. Tout à l'heure, on parlait des compétences, des missions du département. Aujourd'hui, j'entends dire, certains de nos adversaires, on peut dire adversaires quand même, que s'ils sont élus, ils reviendront sur ces compétences et ils resteront dans le cadre purement du département. Moi, je dis danger, parce qu'à ce moment-là, là, on est en phase de choix politiques forts, vraiment des choix politiques forts. Nous, on a choisi la solidarité, on a choisi également la tolérance, le bien vivre ensemble, tout en restant dans un département qui doit garder une dynamique économique, d'accord ? Et c'est ça que je veux porter. Je ne veux pas d'exclusion, je ne veux pas mettre des gens sur le côté, quelles que soient ces personnes, Tout le monde doit être à l'aise dans ce département, tout le monde y doit être bien accueilli. Je vous remercie d'avoir pris le temps dans cette campagne de passer sur notre plateau. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Je vous dis au 20 juin. À très bientôt. Au revoir.